Dans les montagnes du Montana, des ouvriers ont ouvert un ancien tunnel scellé depuis plus d'un siècle. Ils s'attendaient à y trouver de la roche et du vide. Mais derrière le mur, les attendait un secret que la compagnie avait autrefois caché au reste du monde. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Les montagnes du Montana s'étendaient à perte de vue, immobiles et glaciales sous la lumière pâle du matin, comme une armée de géants figés dans la pierre. Le vent qui descendait des crêtes apportait avec lui une odeur de neige, de résine et de roches humides, un parfum brut qui rappelait que ces sommets n'avaient jamais appartenu aux hommes. La vallée étroite qu'on appelait le gouffre d'argent ne se révélait qu'aux plus persévérants. Elle semblait vouloir repousser ceux qui tentèrent de s'y aventurer, tant l'accès en était difficile. Une route à peine tracée serpentait entre les parois abruptes, et seuls les engins robustes pouvaient s'y frayer un passage. Pour les habitants des villages alentours, cet endroit n'était pas seulement isolé. Il était chargé d'histoires dont on parlait à voix basse. On murmurait que la vieille mine d'argent abandonnée cachait quelque chose. Peut-être un secret trop lourd, peut-être une tragédie dont le temps n'avait pas effacé la douleur. Ethan Clark connaissait ces légendes, mais il n'y accordait aucune importance. Ingénieur géologue depuis plus de 15 ans, il avait passé sa vie à étudier les entrailles de la Terre, à distinguer les risques réels des fantaisies popularisées par les récits locaux. Pour lui, ce qu'on appelait « malédiction » n'était souvent qu'une combinaison mal comprise de facteurs géologiques. Pourtant, lorsqu'il observa la vallée depuis la cabine de son véhicule, une sensation étrange le traversa brièvement. Une intuition, presque un frisson. Celui-ci disparut aussitôt qu'il se concentra de nouveau sur ce qu'il voyait devant lui. Le convoi qu'il dirigeait avançait lentement, les phares éclairant la neige tassée et les rochers épars. Les moteurs grondaient profondément, rompant le silence dense qui pesait sur le paysage. Les légendes racontaient que, 120 ans plus tôt, des mineurs étaient descendus pour une journée de travail ordinaire et n'étaient jamais revenus. Les habitants affirmaient entendre parfois, les nuits d'hiver, des coups sourds venant des profondeurs, ressemblant à des appels étouffés. D'autres assuraient avoir aperçu des lumières dans l'obscurité des galeries ou des silhouettes mouvantes. Le récit le plus répété parlait de l'effondrement d'une galerie, d'un accident trop violent pour permettre un sauvetage. Pourtant, quelque chose dans ces histoires ne correspondait pas totalement. Elles insistaient toutes sur la brutalité de l'événement, mais jamais sur les tentatives de sauvetage, comme si l'histoire officielle avait voulu gommer une partie du tableau. Ethan accoudait un instant à la portière de sa voiture, lorsque le convoi s'arrêta devant le site, fronça les sourcils. La pente abrupte menant à l'entrée scellée de l'ancienne mine était recouverte de neige compacte. Une structure massive de béton s'élevait devant eux, grisâtre et fendue par endroits, enchâssée dans la roche telle une cicatrice. Ce qui frappa immédiatement Ethan fut la manière dont les poutres d'acier avaient été intégrées à la paroi. Rien dans la disposition des pièces ne suggérait un effondrement naturel. C'était une construction humaine, mûrement réfléchie, posée là pour durer longtemps. Les travailleurs descendirent des camions, enfonçant leurs bottes dans la neige. Aidan Foster, un homme à la carrure robuste, ancien mineur devenu chef d'équipe, plissa les yeux en regardant la façade bétonnée. Sa voix grave rompit le silence. On dirait qu'il voulait vraiment empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Ethan hocha la tête sans répondre. Il observait chaque détail, notant mentalement les angles, les fissures, les marques d'outils visibles sur une partie du ciment. Derrière lui, Luke Harris, jeune technicien à la curiosité débordante, ajustait son sac à dos, impressionné par l'ampleur du dispositif. « On ne scelle pas une simple galerie de cette façon », murmura-t-il. Le vent s'était levé, faisant tourbillonner la poudreuse autour d'eux. Ethan prit un respire profond, puis fit signe à ses hommes de commencer l'installation des foreuses. Les machines furent positionnées avec précision, les câbles déroulés, les générateurs mis en marche. L'air froid vibrait sous le ronflement des moteurs et le cliquetis des outils. Chaque mouvement des ouvriers semblait mesuré, prudent, comme s'ils craignaient d'éveiller quelque chose qui dormait derrière la paroi. Pourtant, l'atmosphère générale relevait davantage de la détermination que de la peur. Ils étaient venus pour analyser l'état du site, pour vérifier l'intégrité des sols et pour rapporter des données précises. Officiellement, il s'agissait d'un audit environnemental. Officieusement,
Ethan était certain que les autorités espéraient découvrir des filons exploitables, restés inaccessibles depuis plus d'un siècle. La première journée fut consacrée à l'évaluation de la paroi et à la mise en place des équipements. Sous la lumière artificielle installée en hauteur, la surface du béton prenait un aspect encore plus massif. Les hommes éprouvaient une certaine tension, mais personne ne laissait transparaître la moindre hésitation. Le soir venu, alors que la température chutait brutalement, l'équipe se réunit autour des chauffages portatifs. Les conversations évoquaient autant les difficultés techniques que les rumeurs locales. Aidan raconta qu'on disait autrefois que les mineurs disparus n'étaient jamais vraiment partis, qu'ils se manifestaient parfois. Luke écoutait, partagé entre fascination et scepticisme. Ethan, quant à lui, restait silencieux, le regard fixé sur la silhouette sombre du flanc montagneux. Une partie de lui se refusait à accorder du crédit à ses récits, mais quelque chose, dans l'air glacial de cette nuit, semblait rendre les histoires plus lourdes qu'il ne l'aurait admis. Au matin du deuxième jour, ils reprirent le travail. Les foreuses percèrent lentement la paroi, projetant des éclats de ciment et dégageant une poussière fine qui se dissipait rapidement dans l'air gelé. Les vibrations se répercutaient dans la roche, produisant une résonance sourde qui donnait l'impression que la montagne répondait aux assauts humains. Ethan suivait attentivement les relevés, vérifiant que la structure autour tenait bon. Quelques ouvriers échangèrent des regards nerveux chaque fois que retentissait un bruit inattendu. Aidan s'approcha d'Ethan à un moment et dit « Quand un mur se défend comme ça, c'est rarement bon signe. » Ethan se contenta d'un léger sourire et continua à observer les instruments. Le troisième jour débuta sous un ciel laiteux. Les opérations se poursuivirent, méthodiques et répétitives. Puis alors que le soleil peinait à franchir les crêtes, une grande fissure apparut sur la surface du béton. Les foreuses s'arrêtèrent brusquement quand un pan entier de la paroi se mit à vibrer. Un bruit sourd résonna dans la vallée, un grondement profond qui fit reculer instinctivement plusieurs ouvriers. Enfin, dans un souffle sec, une partie du béton s'effondra, révélant un trou sombre derrière lequel l'obscurité semblait absorber la lumière elle-même. Un souffle d'air glacé s'échappa par l'ouverture, si brutal et si froid qu'il surprit tout le monde. C'était un air vieux, saturé d'humidité stagnante et de poussière métallique, un air qui n'avait pas circulé depuis des décennies. Ethan s'approcha lentement, braquant sa lampe frontale vers l'intérieur. La lumière semblait se perdre dans l'abîme. Comme si la montagne, après un siècle de silence, venait d'exhaler une longue expiration retenue trop longtemps. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Le silence était devenu presque sacré, lourd, chargé d'une intensité que même les plus sceptiques ressentirent. Finalement, Ethan ordonna de sécuriser la zone. Il fallait inspecter. Il fallait comprendre. Il enfila son équipement, vérifia son détecteur de gaz et s'avança vers l'ouverture. Aidan et Luke le suivirent, conscients qu'ils allaient pénétrer dans un lieu qu'aucun être humain n'avait vu depuis la fermeture de la mine. L'ombre du tunnel engloutit leurs silhouettes, tandis que le vent extérieur s'éteignait derrière eux, comme si la montagne refermait la porte sur leur passage. Et ainsi commença leur descente dans le passé. Leur progression lente, presque solennelle, marquait le début d'un voyage qui allait révéler, non pas des ressources géologiques, mais une vérité oubliée depuis 120 ans. Une vérité que les montagnes avaient enfermée dans l'obscurité la plus profonde et qui attendait, silencieuse, qu'on la découvre. Le silence se referma sur eux dès qu'ils eurent franchi l'ouverture béante, un silence d'une profondeur presque palpable, comme si les parois elles-mêmes retenaient leur souffle après tant d'années. Ethan avançait lentement, le faisceau de sa lampe oscillant sur les rails rouillés qui s'étirèrent devant eux, vestige d'un temps où la mine vivait encore, où des wagonnets chargés de minerais résonnaient dans ces galeries maintenant figées. L'air était lourd, humide, chargé d'une odeur de métal et de pierre vieillie. À chaque pas, la poussière, brusquement réveillée, s'élevait en volutes que la lumière traversait comme un brouillard spectral. Derrière lui, les pas prudents d'Aidan suivaient un rythme régulier, tandis que Luke, légèrement en retrait, observait tout avec une attention fébrile, partagée entre émerveillement et appréhension. La galerie se révéla plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Les murs portaient encore les traces des outils, des coups précis laissés par les mineurs qui avaient autrefois façonné ces couloirs. Des poutres de bois, noircies par le temps et la moisissure, soutenaient les plafonds.
Certaines semblaient à 2 doigts de céder sous le poids de la roche accumulée. Par endroits, de vieilles lampes fixées au mur pendaient encore, leurs verres fêlés ou entièrement manquants. Ethan passait son regard sur chaque détail. Les câbles rongés par la rouille, les seaux renversés, les fragments de planches qui jonchaient le sol. Tout dans cette galerie parlait d'une vie brusquement interrompue. C'était comme si les hommes qui avaient travaillé ici avaient quitté les lieux en un seul instant, abandonnant derrière eux les marques d'un quotidien dur mais ordonné. La progression se faisait lentement. Le sol inégal rendait les pas incertains, et le moindre bruit résonnait de manière inquiétante. Un souffle d'air tiède s'échappait parfois de fissures invisibles, produisant des sifflements faibles qui pouvaient passer pour des murmures lointains. Luke sursauta lorsque l'une des vieilles poutres craqua sous le changement de température. Aidan, qui avait travaillé dans assez de mines pour reconnaître les bruits naturels, posa brièvement sa main sur son épaule pour lui signaler qu'il n'y avait rien d'anormal. Pourtant, même pour un homme de son expérience, il y avait dans cette galerie une atmosphère plus pesante que celle des mines ordinaires. Quelque chose dans la façon dont les ombres se collaient au mur, dans la densité de l'air, semblait chargé d'une tension ancienne. Au terme d'une longue marche, leur lampe révéla ce qu'ils croyaient être, au premier abord, un simple éboulement. Le passage s'arrêtait brusquement, obstrué par un amas de roches et de poutres entremêlées. Mais Ethan, en observant attentivement les alignements, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les pierres n'étaient pas tombées au hasard. Elles semblaient soigneusement placées, ajustées pour combler totalement le vide. Il s'avança lentement, leva sa lampe et aperçut sur plusieurs blocs des marques régulières, comme des traces d'outils. Le cœur d'Ethan se serra d'une manière étrangement personnelle, comme si son esprit refusait d'admettre ce que son regard confirmait. Aidan se pencha à son tour, frôlant du doigt les lignes parfaitement droites laissées sur la roche. « Ce n'est pas la montagne qui a fait ça », dit-il d'une voix sourde. Le regard de Luke passa nerveusement de l'un à l'autre, cherchant une explication moins sinistre, mais aucune ne venait. Tout indiquait que ce mur avait été dressé volontairement, avec précision et détermination. Les 3 hommes échangèrent un silence lourd. Quelque chose avait été enfermé derrière cette paroi. Ou plutôt, quelqu'un. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait dégager au moins une ouverture pour comprendre ce qui se trouvait derrière. Ethan ordonna par radio que l'équipe extérieure prépare les petits perforateurs manuels. Quelques minutes plus tard, les outils furent descendus jusqu'à eux et le travail commença. Les heures s'étirèrent dans un effort continu, rythmé par le bruit régulier des forêts mordant la pierre, par le souffle haletant des hommes et par les chutes sporadiques de poussière. Les muscles d'Aidan se tendaient sous l'effort. Luke essuyait constamment la sueur qui coulait le long de son front, malgré le froid ambiant, et Ethan, même s'il participait moins physiquement, surveillait chaque fragment déplacé, analysant la structure du mur et les risques qu'ils encouraient. Alors qu'ils élargissaient progressivement une petite ouverture dans la paroi, l'air qui en sortait devint soudain incroyablement froid. Pas seulement glacé, mais chargé d'une odeur si ancienne, si stagnante, que Luke, surpris, recula d'un pas. Ethan approcha doucement sa lampe du trou. On ne distinguait encore rien, seulement une obscurité compacte, comme un voile impénétrable qui refusait la lumière. Puis soudain, un bloc se détacha avec un choc sourd et bascula de l'autre côté. Le bruit de sa chute résonna étrangement, comme s'il tombait dans un espace clos, étroit. Un souffle glacé traversa la galerie, bien plus violent cette fois, comme un courant d'air arraché d'une tombe scellée. Ils se figèrent, l'impression que quelque chose venait de s'ouvrir, non seulement physiquement, mais symboliquement, envahit chacun d'eux. Ethan prit une longue respiration, puis décida de passer de l'autre côté. Il se glissa dans l'ouverture, sa lampe serrée dans une main, l'autre explorant les bords irréguliers du passage. Il sentit la paroi rugueuse contre ses épaules, l'étroit tunnel laissant juste la place nécessaire pour avancer. Aidan le suivit avec précaution, manœuvrant son grand corps dans l'espace restreint, tandis que Luke, après une brève hésitation, s'engouffrait à son tour. De l'autre côté, ils découvrirent une pièce à peine plus grande qu'un abri improvisé, une cavité brutale, taillée par accident ou par nécessité. Le plafond présentait des marques que la lumière mit un moment à définir. C'étaient des coups innombrables, répétitifs,
frappait avec une force désespérée. Aidan leva lentement sa lampe vers ces traces, et le silence qui s'installa fut plus lourd encore qu'avant. Ethan sentit une pression dans sa poitrine, une sensation oppressante qui n'avait rien à voir avec l'air vicié. Puis ils les virent. Dans un coin, les restes d'hommes recroquevillés, leurs os disposés dans des postures qui parlaient d'attente, de fatigue, de résignation. Les vêtements s'étaient presque entièrement désagrégés, mais les formes, les silhouettes, racontaient encore ce qu'avaient été leurs dernières heures. Autour d'eux, des objets dispersés, des lames brisées, des poignées de pioches, des boîtes de conserve rouillées, des charbons calcinés. Chaque élément racontait la même histoire. Ils avaient lutté pour vivre, puis attendu, longtemps, avant de comprendre qu'aucun secours ne viendrait. Luc, pâle comme la craie, s'approcha lentement de ce qui ressemblait à une petite boîte métallique, couverte de poussière. Il la prit avec une délicatesse presque cérémoniale, comme s'il craignait que le simple contact la réduise en poussière. Lorsqu'il l'ouvrit, un petit carnet apparut, ses pages si desséchées qu'elles semblaient prêtes à se désagréger sous la lumière. Les initiales TW figuraient encore, à peine visibles, sur la couverture. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Aidan, lui, resta immobile, presque figé, comme s'il contemplait les fantômes de collègues disparus. Le carnet contenait des mots fragmentés, des phrases amputées par le temps. Mais certaines étaient suffisamment lisibles pour comprendre l'essentiel. Les mineurs étaient vivants après l'éboulement initial. Ils avaient attendu, ils avaient tenté de se faire entendre. Et petit à petit, les bruits venant de l'extérieur s'étaient éteints. Les journaux de l'époque disaient que la mine était trop instable pour une opération de secours. Mais ici, dans cet espace confiné, tout racontait une autre vérité. Ils avaient été enfermés, délibérément. La confirmation vint lorsque Luc éclaira une portion de mur où une inscription, gravée avec une extrémité d'outil, perçait à travers l'ombre. Les mots étaient simples, mais leur impact fut dévastateur. « Nous avons attendu. Dites-le que nous avons attendu. » Cette phrase semblait résonner dans l'air, comme si la pierre elle-même l'avait mémorisée. Ethan sentit son cœur se serrer. Aidan détourna le regard, secouant doucement la tête, submergé par la portée humaine de cette découverte. Luc, lui, ne parvenait plus à détacher ses yeux de ces mots, comme s'il réclamait encore un témoin, un messager. Il devint clair pour eux trois que rien de ce qu'ils avaient imaginé ne se rapprochait de la réalité. Ce qu'ils avaient sous les yeux n'était pas le résultat d'un accident naturel. C'était la scène d'un abandon, froid et méthodique. Ethan, en se redressant, sentit que quelque chose en lui venait d'être profondément ébranlé. Cette mine n'était plus un simple terrain d'étude. Elle était devenue une crypte, un témoignage d'injustice ensevelie. En ressortant de la petite chambre, ils savaient déjà que ce qu'ils avaient découvert ne pourrait jamais rester sous silence. La vérité enfouie depuis 120 ans venait d'être arrachée à l'obscurité, et il leur appartiendrait, désormais, de la porter jusqu'à la lumière. Lorsqu'ils regagnèrent à la surface, le jour avait déjà basculé vers une pâleur crépusculaire. La lumière du dehors, vive et crue après les heures passées dans les entrailles de la montagne, les força à cligner des yeux. Pourtant, rien ne pouvait dissiper l'impression de lourdeur qui pesait sur leurs épaules. Ethan, Aidan et Luc avançaient en silence, comme s'ils portaient avec eux non seulement la poussière de la galerie, mais aussi le poids d'un secret qui venait d'être révélé après 120 ans d'obscurité. L'air froid qui fouettait leur visage ne suffisait pas à les réveiller de l'état de sidération dans lequel ils étaient plongés. Lorsque le camp aperçut leur silhouette émerger du tunnel, l'agitation gagna les ouvriers. Chacun comprit, avant même qu'un mot soit prononcé, que leur expression disait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grave. Ethan prit la parole d'une voix maîtrisée, mais tendue. Il ordonna l'arrêt immédiat de tous les travaux. Aucun outil ne devait plus toucher la roche, aucun pas ne devait s'aventurer dans la galerie sans autorisation. Les ouvriers, intrigués et parfois inquiets, s'approchèrent en temps grappe, cherchant à deviner ce qui avait bouleversé les trois hommes. Mais rien dans les mots qu'Ethan donnait à demi-mot, aucune description simplifiée, ne pouvait transmettre ce qu'ils avaient vu dans la chambre scellée. La peur, le silence, les marques dans le plafond, les corps recroquevillés, l'inscription sur le mur. Tout cela restait au fond de leur esprit comme une blessure fraîche, impossible à partager simplement.
Après avoir consigné leurs observations dans un premier rapport sommaire et donné des instructions de sécurité strictes, Ethan s'éloigna du groupe. Il inspira profondément l'air glacé de la montagne, cherchant à apaiser le mélange de colère, de tristesse et de responsabilité qu'il sentait monter en lui. Aidan, les bras croisés, observait en silence la vallée en contrebas, l'expression sombre. Luc, quant à lui, tentait de retrouver ses esprits, encore bouleversés par les images gravées dans sa mémoire. Aucun d'eux ne parvenait à effacer les visages invisibles de ceux qui avaient attendu dans les ténèbres jusqu'à leur dernier souffle. Cette attente, cette détresse muette, pesait encore sur leur cœur. Dans les heures néantes qui suivirent, Ethan prit contact avec les autorités locales. Ses mots étaient de précis, professionnels, mais la tension dans sa voix ne pouvait être entièrement dissimulée. Il expliqua la découverte d'une chambre scellée contenant les restes de plusieurs mineurs, les traces évidentes d'une tentative de survie prolongée et le caractère manifestement intentionnel du mur qui avait barré l'accès. Les réactions furent d'abord marquées par l'étonnement, puis par une prudente gravité. Très vite, on lui demanda de suspendre toute activité et de préparer l'accès à une équipe d'inspection officielle. Ce genre de découverte ne pouvait être traité à la légère. C'était une affaire mêlant histoire, sécurité, peut-être même responsabilité juridique. Le lendemain, alors que le camp s'éveillait sous un ciel blanchâtre, un groupe de fonctionnaires arriva. Inspecteurs de la sécurité minière, archivistes, représentants gouvernementaux. Certains avaient été les traits tirés par le trajet, d'autres affichaient déjà un air sceptique, persuadés qu'ils allaient examiner encore une rumeur exagérée, sortie d'un vieux site désaffecté. Mais dès qu'ils descendirent dans le tunnel en compagnie d'Ethan et virent de leurs propres yeux l'ouverture dans le mur artificiel, la pièce funèbre et les traces poignantes laissées par les mineurs, leur assurance se dissipa. Le silence revint, presque identique à celui que les trois explorateurs avaient ressenti la veille. Chaque inspecteur comprit que ce qu'ils avaient sous les yeux ne relevait pas seulement d'une découverte archéologique, mais d'un témoignage humain d'une puissance bouleversante. Les jours suivants furent consacrés à l'examen minutieux du site. Des photographies furent prises sous tous les angles, des relevés précis effectués, des objets délicatement prélevés pour analyse. Ethan participa à toutes les étapes, apportant des explications, répondant aux questions, retraçant exactement leur progression et les circonstances de la découverte. Mais la véritable étape cruciale commença lorsque les autorités décidèrent d'ouvrir les archives officielles de Silver Valley Mining Co., l'entreprise qui exploitait la mine en 1911. Il fallait déterminer ce qui s'était réellement passé lors de l'effondrement mentionné dans les rapports de l'époque, et surtout comprendre pourquoi la galerie avait été scellée avec une telle intentionnalité. Les archives, longtemps enfouies dans des sous-sols poussiéreux, révélaient une histoire bien différente de celle que racontaient les journaux du début du siècle. Les documents officiels décrivaient un éboulement majeur ayant rendu impossible tout sauvetage. Ils parlèrent d'un secteur instable, trop dangereux pour engager des hommes dans une opération coûteuse et risquée. Les rapports suggéraient que la décision de fermer la mine avait été prise dans le seul but de préserver la sécurité de tous. Mais lorsqu'on inspecta les registres internes, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et les notes confidentielles, un tableau beaucoup plus sombre se dessina. Les discussions entre les directeurs mentionnaient le coût exorbitant de toute tentative de sauvetage. Les mineurs bloqués étaient des hommes sans grande influence, dont les familles n'avaient guère les moyens de faire pression. Certains échanges, presque cyniques, soulignaient que déclarer la mine trop instable permettrait d'éviter les compensations financières. Les documents montraient noir sur blanc que dès le premier jour, la direction avait choisi de ne pas chercher à secourir les hommes coincés dans la galerie. Le mur de béton et de roche n'était pas un moyen de protection, mais une clôture définitive, destinée à clore un dossier embarrassant. Ethan lut ces lignes avec une indignation grandissante. Il sentit dans son ventre une brûlure étrange, un mélange de honte pour sa propre profession et de tristesse immense pour ces hommes dont les noms n'avaient été consignés que comme une perte comptable. Les archivistes identifièrent alors les 8 mineurs déclarés morts ce jour-là. Parmi eux figurait un certain Thomas Whitford. Les initiales TW sur le carnet retrouvé dans la chambre scellée prirent soudain un sens plus cruel encore. Ce carnet n'était plus seulement un objet abandonné, il devenait une voix,
celle d'un des hommes abandonnés derrière ce mur. Les phrases que l'on parvenait à déchiffrer confirmaient que les mineurs avaient survécu plusieurs jours, peut-être même plus longtemps, espérant en vain entendre le son d'une équipe de secours. Dans la pièce où ils avaient été enfermés, les coups sur le plafond, la suie, les outils brisés racontaient une histoire que les archives tentaient de dissimuler sous des chiffres et des rapports froids. Lorsque la vérité commença à se répandre dans la région, les réactions furent immédiates. Les familles riches de certains mineurs habitaient encore les environs, où il y avait des descendants éloignés. Beaucoup avaient grandi avec des récits flous sur un ancêtre disparu dans un accident tragique, mais jamais ils n'avaient imaginé que les circonstances avaient été aussi terribles. Certains pleurèrent en apprenant que leurs aïeux n'étaient pas morts sur le coup, mais avaient attendu, confiants, trahis par ceux qui auraient dû les sauver. D'autres éprouvèrent une colère légitime en réalisant que l'entreprise de l'époque avait sacrifié des vies pour des raisons financières. La communauté locale, quant à elle, se sentit prise dans un mélange de consternation et de solennité. La montagne qu'ils avaient toujours regardée avec méfiance devenait désormais une tombe silencieuse dont la voix ne pouvait plus être étouffée. Les autorités régionales publièrent un communiqué officiel reconnaissant la gravité des faits et annonçant l'ouverture d'une enquête historique. On évoqua même la possibilité de réexaminer les droits des familles, de leur offrir une forme de reconnaissance tardive. Ce ne serait jamais suffisant pour réparer l'injustice, mais c'était un début. Au camp, Ethan suivait tout cela avec une concentration intense. Une partie de lui se sentait responsable d'avoir déclenché ce processus, même s'il savait que n'importe quel scientifique consciencieux aurait fait la même chose. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de croire que le destin l'avait conduit ici précisément pour révéler cette vérité enfouie. Chaque nuit, lorsqu'il fermait les yeux, les mots inscrits sur le mur résonnaient encore dans son esprit. Ils avaient attendu. Et désormais, leur attente avait trouvé un témoin. Au fil des jours, la mine devint un site historique plus qu'un chantier d'études. Les autorités exigèrent des mesures supplémentaires de sécurisation et l'idée d'une exploitation future fut définitivement abandonnée. La montagne n'était plus un gisement potentiel. Elle était devenue un monument de mémoire. Les inspecteurs demandèrent à Ethan de participer à la préparation des rapports qui serviraient à établir les conclusions officielles. Lui, qui était venu pour analyser les roches et les structures, se retrouvait désormais à contribuer à la réparation morale d'un crime commis plus d'un siècle plus tôt. Cette transition, inattendue mais profondément logique après ce qu'il avait vu, marqua un tournant dans sa manière d'envisager son métier. Un matin, alors que le soleil se levait lentement derrière les crêtes enneigées, Ethan observa la montagne en silence. Il songea à ce que les mineurs avaient ressenti dans leurs derniers instants. La solitude, la peur, l'espoir abandonné. Une volonté naquit en lui, celle de s'assurer que tout ce processus ne déboucherait pas simplement sur un rapport administratif de plus. Il fallait que cette histoire soit connue, que ces hommes aient enfin le respect qui leur avait été refusé. Ce qui avait commencé comme une mission technique s'était transformé en un devoir humain. La vérité avait été exhumée des entrailles de la montagne, et désormais, il fallait lui donner forme. Le travail n'était pas terminé, et Ethan savait que la suite, lourde mais nécessaire, commencerait bientôt. Les semaines qui suivirent furent marquées par une agitation inhabituelle dans la petite vallée du Montana. Une agitation faite non de bruit, mais de présence. Là où auparavant, seul le vent et les échos des montagnes régnaient, on voyait désormais des voitures s'arrêter au bord du chemin, des silhouettes s'approcher en silence de la mine, des familles parfois venues de très loin, attirées par les articles de presse et les annonces officielles. L'histoire, restée enfouie pendant plus d'un siècle, avait ressurgi à la lumière. Le récit de 8 hommes condamnés à mourir dans l'obscurité, abandonnés par ceux qui auraient dû les protéger, avait soulevé une vague d'émotion à travers tout l'État. Et pourtant, au milieu de tout cela, une atmosphère de respect s'était imposée. Les visiteurs marchaient lentement, parlaient à voix basse, comprenant instinctivement qu'ils entrèrent dans un lieu où la souffrance avait laissé une empreinte durable. L'idée d'un mémorial prit forme presque aussitôt, soutenue par les autorités, mais surtout par les familles des mineurs, qui voyaient dans cette initiative une manière de rompre enfin le silence qui avait entouré la tragédie. On choisit l'emplacement avec soin, sur un replat naturel surplombant l'entrée de la mine,
là où la lumière du matin touchait doucement la paroi. On traça les fondations, puis une plaque sombre, simple et sobre, fut installée. Sur sa surface polie, les mots gravés semblaient presque luire. À ceux qui ont attendu, nous vous avons entendu. Ces mots, à eux seuls, résonnaient comme un hommage tardif, mais sincère, à des hommes qui avaient été oubliés par leur époque. Le jour de l'inauguration, un silence solennel enveloppa le lieu. Les familles étaient là, serrées les unes contre les autres, certaines tenant des portraits anciens dont les bords usés témoignaient de la longue transmission du souvenir. Des élus locaux prirent la parole brièvement, rappelant l'importance de reconnaître les erreurs du passé. Personne ne chercha à donner un ton grandiloquent à la cérémonie. Tout restait mesuré, humble, presque intime, comme si chacun ressentait que les mots ne pouvaient rivaliser avec le poids de ce qui avait été vécu dans la chambre scellée. Lorsque les premiers bouquets de fleurs furent déposés au pied de la plaque, un murmure parcourut l'assemblée, un souffle de reconnaissance mêlé de tristesse. Ethan, légèrement en retrait, observait la scène sans intervenir. Il savait que ce moment ne lui appartenait pas. C'était celui de ses familles, de ses vies brisées par un choix inhumain fait un siècle plus tôt. Les travaux suivants furent délicats et requirent un grand soin, car il fallait désormais procéder à l'extraction des restes des mineurs et à leur transfert vers un lieu de repos approprié. Des spécialistes descendirent dans le tunnel avec une prudence extrême. La galerie, encore marquée par les efforts désespérés des hommes qui y avaient perdu la vie, fut traitée comme un sanctuaire. Chaque ossement, chaque objet, chaque trace était manipulé avec une précision presque cérémonielle. Ethan accompagna la plupart des interventions, observant en silence alors que les experts relevaient patiemment les positions, documentaient chaque détail, cherchant à reconstituer le mieux possible ce qui avait été vécu dans les dernières heures des victimes. Lorsque les 8 corps furent enfin identifiés et préparés pour être inhumés, une nouvelle cérémonie fut organisée. Les cercueils, sobres et identiques, furent déposés côte à côte dans un petit cimetière local. Chacun portait désormais un nom, gravé proprement, reconnaissant la dignité qui avait été refusée à ces hommes lors de leur mort. Les descendants, parfois éloignés de plusieurs générations, déposèrent des lettres, des dessins d'enfants, des objets symboliques. Beaucoup restèrent longtemps devant les tombes, comme pour établir un dialogue silencieux à travers les décennies, comme pour dire à ces hommes qu'ils n'étaient plus seuls, que leur attente avait pris fin. Durant cette période, Ethan se sentit habité par un mélange complexe d'émotions. Il suivait chaque étape, garantissait que les procédures soient menées dans le respect absolu, répondait aux questions des autorités, mais quelque chose en lui avait changé. Ce travail n'était plus un devoir professionnel. C'était devenu un engagement personnel. Il comprenait désormais que les galeries qu'il explorait n'étaient pas seulement des structures géologiques, mais des lieux où des vies humaines avaient été brisées. Ce savoir pesait sur lui, mais il l'acceptait comme une responsabilité, peut-être même comme une mission. Quand vint le moment de refermer définitivement la mine, les autorités demandèrent à Ethan de superviser l'opération, comme il l'avait fait lors de l'ouverture initiale. Mais cette fois, les motivations étaient radicalement différentes. Il ne s'agissait plus de sceller par oubli ou par intérêt économique, mais de protéger, de préserver, de marquer la fin d'une histoire tout en garantissant que sa mémoire perdurerait. Les ingénieurs préparèrent une structure solide, stable, conçue pour résister aux intempéries et au passage du temps. Avant que le dernier panneau de béton ne soit mis en place, Ethan entra une dernière fois dans la galerie, accompagné d'Aidan et de Luke. Ils avancèrent dans le tunnel silencieux, éclairés faiblement par leurs lampes, jusqu'à l'endroit où se dressait autrefois le mur qui avait scellé le destin des mineurs. La chambre était vide à présent, dépouillée de tout sauf de la trace mémorielle qu'elle portait. Ethan s'approcha de la paroi où les mots avaient été gravés, effleurant la pierre du bout des doigts. Il se souvenait parfaitement du choc qu'il avait ressenti la première fois en les découvrant. Cette inscription, simple mais déchirante, semblait encore résonner dans l'atmosphère. Il ferma un instant les yeux, et dans ce bref recueillement, il adressa mentalement aux mineurs la promesse que leur histoire ne serait jamais plus étouffée. Tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient enduré, avait été mis au jour. Ils avaient attendu, et désormais, le monde savait. Ils regagnèrent la sortie sans un mot.
Lorsque le béton fut coulé pour la dernière fois, scellant définitivement le passage, il ne s'agissait pas d'un acte d'effacement, mais d'un geste de préservation. La mine désormais apaisée devenait un lieu de mémoire protégé, un témoignage silencieux mais indélébile. Et tandis que les engins s'éloignaient, la montagne reprenait sa tranquillité. Le vent glacial soufflait entre les rochers, non plus comme un avertissement, mais comme une caresse discrète, presque respectueuse. Ethan resta longtemps sur le versant, observant la plaque du mémorial en contrebas. Autour de lui, les montagnes semblaient immobiles, mais il sentait qu'elles avaient changé pour toujours. Non parce que leur forme avait été modifiée, mais parce que leur silence n'était plus le même. Il ne parlait plus de secrets enfouis, mais de la mémoire retrouvée, de ce qui avait été réparé, de ce qui avait enfin été entendu. Et lorsqu'il reprit la route, laissant derrière lui la vallée du gouffre d'argent, il sut que l'histoire de ces hommes continuerait de vivre dans tous ceux qui avaient à croiser leur destin. Les montagnes restaient silencieuses, mais ce silence, désormais, était juste. Tu peux regarder une autre histoire dès maintenant. Choisis une vidéo à l'écran. Abonne-toi si tu veux voir les nouvelles vidéos en premier. Partage cette vidéo avec ceux pour qui il est important de savoir ce que les autres cachent.